On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler du projet de loi de finances 2026 et des mesures qui concernent la fiscalité du patrimoine avec mon invité Olivier Jeanneret, avocat associé chez Duroc Partners, également membre du Cercle des fiscalistes. Olivier Jeanneret, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler du PLF 2026. Il est enfin sorti et maintenant on connaît son contenu et on va se concentrer ensemble sur les mesures qui concernent la fiscalité du patrimoine. Tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de ce texte de manière générale en ce qui concerne les mesures de fiscalité patrimoniale ? Alors déjà, il est tout chaud puisqu'il est sorti hier. On l'a attendu longuement. Et il a été plein de il y a eu plein de rebondissements en réalité avant d'arriver à ce texte. Il est globalement, je dirais, lacunaire sur un certain nombre de dispositifs dont on a pu parler dans un passé très récent. Il y a un grand phare, on va dire, dans ce texte, c'est la taxe sur les holdings patrimoniales, qui est vraiment une nouveauté. Rien que pour faire un petit parallèle, dans le Code général des impôts, qui fait quand même plusieurs centaines, voire milliers de pages, c'est la première fois qu'on parle de holding patrimonial. Ça sera la première fois où cette occurrence du terme apparaîtra. Donc c'est vraiment une grande nouveauté là-dessus. Après, il y a un point un peu particulier autour des retraites et de l'abattement de 10% qui a été repris. Mais il faut noter que tous les sujets qui ont été assez récurrents ces derniers temps, l'ISF, la flat tax, le pacte Dutreil, n'apparaît pas aujourd'hui dans le projet de loi de finances. Alors justement, on va parler de ce qu'il n'y a pas. La flat tax n'a pas été retenue. Pour vous, comment vous expliquez cette décision ? On est dans de la politique fiscale. C'est-à-dire qu'il y a cette taxe Zuckman dont on a parlé longuement ces derniers mois. C'est 2% du patrimoine des plus fortunés, au-delà de 100 millions, qui s'appliquerait sans plafonnement. Et le gouvernement n'a pas souhaité l'avoir, mais avait besoin d'avoir le Parti socialiste à ses côtés. Donc ils ont travaillé une nouvelle taxe, vraiment sortie du chapeau, cette taxe sur les holdings patrimoniales, quelque part pour contrecarrer toutes celles et ceux qui, au lieu de se distribuer les liquidités des holdings et donc de payer la flat tax, les conservent au niveau de leur holding et les réinvestissent à ce niveau-là. Donc voilà, ça a été cet objectif-là qui a quelque part occulter toutes les autres mesures, puisque c'est celle-ci qui est censée embarquer le Parti socialiste dans les mois à venir. Alors justement, on va venir sur cette taxe sur les holdings patrimoniales. Comment ça fonctionne concrètement ? Alors, petit pas de côté, le texte fait 6 pages à 4, pour vous dire à quel point c'est d'une simplicité non biblique en la matière. C'est-à-dire qu'on est quelque part dans une grande complexité textuelle. Comment ça va fonctionner ? Ça va fonctionner, c'est si une holding est détenue à plus de 33% par une personne physique ou son groupe familial. Ça veut dire qu'encore une fois, ça n'est pas censé toucher toutes les holdings. On est vraiment sur la notion de holding patrimonial qui est très individualiste. Si cette personne-là est domiciliée en France, donc au sens du Code général des impôts. Donc, le fait de partir hors de France n'a pas forcément un impact sur ce texte. Et qu'après, cette holding a plus de 5 millions de bilan à l'actif de son bilan et qu'elle génère plus de revenus passifs que de revenus actifs, sans que les revenus actifs soient particulièrement définis. Dans ces cas-là, c'est une holding patrimoniale. On tombe dans le champ d'application du texte. 2%, on a gardé ce côté symbolique de la taxe Zuckman, 2% sur un certain nombre d'actifs. Et si on peut dire 2% sur un certain nombre d'actifs, c'est à peu près tous les actifs, moins quelques-uns qui sont identifiés, les actifs immobiliers affectés à une activité professionnelle et ce qu'on appelle, nous, communément, dans matière fiscale, les titres de participation. Donc, quand on détient plus de 5% d'une structure opérationnelle sous-jacente. Mais sinon, tout le reste a vocation à être soumis à cette taxe. Il y a des tempérances, il y a quelques minorations. Par exemple, la dette elle-même, sauf la dette immobilière, la dette n'est pas prise en minoration de la base taxable. Dit autrement, vous avez 100 millions d'actifs, mais vous avez 100 millions de passifs. Vous avez quand même une assiette potentiellement à 100 millions. Je simplifie. Donc voilà, c'est là où il y a quand même un certain nombre d'éléments qui vont devoir être précisés. Nous, ça fait 48 heures qu'on travaille, on va dire, vraiment minute par minute sur ce texte. On a nos clients au téléphone en la matière. Ils sont inquiets ? Alors, ils sont inquiets dans le sens où ils préféraient que cette taxe n'existe pas. Je dirais la plupart en sont à regretter l'ISF. Et je dirais même, en tant que technicien, l'ISF, on savait comment ça fonctionnait. Là, on ne sait pas comment ça va fonctionner parce qu'encore une fois, le texte fait 6 pages, mais il a encore beaucoup de lacunes. Donc, vous attendez des précisions de l'administration fiscale ? Il va falloir discuter avec l'administration fiscale, je dirais, une fois que le texte sera définitif. Et c'est important de le noter, c'est qu'on a un gouvernement aujourd'hui... Il va y avoir des débats parlementaires.
Voilà. Et après, un gouvernement, on ne sait pas... Voilà, déjà on a un gouvernement aujourd'hui, faut-il encore qu'il soit là le 31 décembre. 2, il a annoncé ne pas faire usage du 49.3, donc ça veut dire que ce texte a vocation à être complètement débattu à l'Assemblée. On sait que le RN avait un autre type de texte en tête, Horizon, LR, on avait encore un autre. Donc voilà, on est quand même dans des oppositions de style. Et après, faut-il que le texte soit voté au 31 décembre, parce que cette loi est censée s'appliquer, cette mesure, pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre 2025. Donc si la loi n'existe pas, on sera forcément dans un décalage temporel. Et il faut garder aussi en tête qu'il y a un Conseil constitutionnel, il y a le droit de l'Union européenne. Je ne suis pas constitutionnaliste, donc je me garderai de conclusions hâtives en la matière, mais certains soulèvent déjà un certain nombre d'arguments pour justifier de la non-constitutionnalité d'un tel texte. Alors, restons sur le texte tel que déposé. La contribution différentielle sur les hauts revenus demeure dans le texte. C'est exactement à l'identique de ce qu'elle était cette année ? Exactement à l'identique, jusqu'à son paiement, c'est-à-dire que la compte de 95% qui doit être due au 15 décembre est maintenue. Il faut savoir qu'elle a été reconduite pour une année. Elle n'a pas été reconduite indéfiniment. Et là, l'année dernière, ils avaient fait un texte pour une année précise, c'est-à-dire que sans mesure, sans acte positif du Parlement, cette taxe tombe d'elle-même. Là, de la même façon, elle a été reconduite pour une année. Donc, il va falloir se reposer la question, avec tous les débats que ça implique, l'année prochaine, de savoir s'il faut la reconduire encore une fois ou pas. Là, dans l'exposé des motifs, il faut savoir en tout cas le Bercy, quand elle a pris tous ces textes, elle a lié les deux. En réalité, c'est cette fiscalité des hauts revenus, des hauts patrimoines, elle a besoin de ces deux consonances, la taxe sur les holdings patrimoniales et la contribution différentielle sur les revenus, pour être efficace, soi-disant, puisqu'encore une fois, il y a une question de perspective, de rendement. Ça, c'est un point aussi qui est important sur la taxe sur les holdings patrimoniales. Il est attendu un rendement d'1,5 milliard. Aujourd'hui, avec quelques clients pour lesquels on a déjà commencé à avoir une analyse, je pense que cette taxe va avoir un rendement 3 fois supérieur. D'accord. Et d'ailleurs, c'est même à se demander, parce que si c'était 1,5 milliard, la perte, quand on est passé de l'ISF à l'IFI, était supérieure à 1,5 milliard. Donc encore une fois, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Je dirais, je pose le débat. Alors, ça veut dire qu'on avait parlé ensemble sur ce plateau de la taxe Zuckman. Ça veut dire qu'elle est oubliée avec la contribution différentielle sur les hauts revenus, plus cette taxe sur les holdings patrimoniales. En tout cas, la position aujourd'hui, c'est que la taxe sur les holdings patrimoniales vient en substitution de cette taxe Zuckman. Ceux qui portent la taxe Zuckman dans leur cœur ne seront pas satisfaits, puisque dans cette taxe sur les holdings patrimoniales, il faut savoir que tout ce qui va être bien professionnel ou assimilé, même la définition est plus souple, puisque c'est titres de participation, c'est d'avoir 5% ou plus dans une société, là où le bien professionnel, c'est une consonance beaucoup plus large, c'est l'activité, c'est les revenus aussi d'activités qui en sont liés. Donc ça m'étonnerait qu'ils soient satisfaits in fine. Le but du gouvernement, à mon sens, c'est quand même de remplacer tous les débats autour de la taxe Zuckman par cette taxe sur les holdings patrimoniales. Pour finir rapidement, est-ce qu'il y a d'autres éléments à retenir de ce PLF 2026 en matière de fiscalité patrimoniale ? Alors, patrimonial pur, à ce stade, non, puisque comme on le disait, la flat tax n'est pas impactée, l'ISF n'est pas remis sur la table, le pacte du trade n'est pas discuté à ce stade, donc on peut l'écarter. Après, aujourd'hui, il y a quelques mesures, quelques niches fiscales qui sont retouchées. La principale, aujourd'hui, c'est celle de l'abattement de 10% sur les retraites, qui est remisé en lieu et place d'un abattement fixe de 2 000 euros par retraité, ce qui aurait un impact sur les retraites élevées en la matière. On va conclure là-dessus. Merci Olivier Jeanneret. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Duroc Partners, également membre du Cercle des fiscalistes. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler politique et dialogue social.